Crac! Bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de mon auteur fétiche. Alors, c'est pas mon seul auteur fétiche, mais c'est un des mangaka que j'aime beaucoup, beaucoup, qui est Eiji Otsuka. Alors, en vrai, on a déjà fait plusieurs vidéos sur lui. On avait parlé de Kurosagi. C'était une des premières vidéos de la chaîne. On a évidemment parlé de MPD Psycho, qui est une des vidéos les plus vues de la chaîne. Et on avait parlé, si je dis pas de bêtises, de Unlucky Young Men, qui est une vidéo pas spécialement vue de la chaîne. Voilà, je vous la remets en lien si vous avez envie de la découvrir. Ouais, Eiji Otsuka, c'est vraiment un mangaka que j'adore. Alors, au même titre que j'adore Atsushi Kaneko, qui est ici, que j'adore Masato Issa, que j'ai découvert plus récemment avec Area 51. Voilà, tout ça, c'est des mangaka Kyu Ashida avec Doro et Doro. C'est des mangaka qui ont une place particulière dans mon cœur et qui sont tous des mangaka qui font des trucs un petit peu bizarres. Eiji Otsuka a la particularité par rapport aux autres de ne pas être un mangaka complet, dans le sens où il n'est pas dessinateur, il n'est que scénariste, mais il a une patte tellement à lui dans ses scénarios qu'il est quand même très très particulier. Et il est pas très connu finalement. Il y a MPD Psycho qui est connu, qui est sa série phare, qui est devenue un peu culte. Mais toutes ces autres séries ne sont pas vraiment devenues cultes. Aujourd'hui, on va parler d'une série justement qui est tout aussi bizarre qu'MPD Psycho, tout aussi riche. On parle d'œuvres un peu sommes comme ça qui recouvrent énormément de dimensions d'analyse. Cette série, elle est là. C'est Léviathan, une série, je pense, complètement oubliée, qui n'est plus éditée aujourd'hui, qui était éditée par un éditeur qui s'appelait Asuka. Asuka. Ici, hop, on ne voit rien du tout, voilà, qui est une édition qui n'existe plus vraiment, qui a été récupérée par Akata, et qui, leur série, c'était au début des années 2000 plutôt, et qui c'est absolument plus trouvable. Léviathan, les premiers tomes, vous pouvez encore les trouver d'occasion pour pas trop cher. Par contre, les derniers, c'est n'importe quoi, vous les trouvez à 100 €, enfin, c'est très dur de faire la collection complète aujourd'hui. Là, le 12, j'ai regardé avant de commencer la vidéo, il est quasiment à 100 € sur Amazon, par exemple. Ça vaut pas ce prix-là. Enfin, ça vaut le prix que vous voulez mettre. Hein. C'est ce qu'on disait dans l'épisode où je parlais pas mal de collection, de spéculation. Je vous le remets en lien lui aussi. Mais ouais, non, c'est un peu dur de faire la collection complète. Donc là, on parle d'une œuvre un peu oubliée, mais sur laquelle il y a énormément de choses à dire. Donc oui, comme je dis, Léviathan de Eiji Otsuka au scénario et de Yu Kinutani, je le reprononce mieux, au dessin. Yu Kinutani, c'est un dessinateur qui a fait pas mal de trucs, mais rien de très marquant. Il a notamment bossé pour pas mal de mangas dérivés de Devilman. Vous savez, cette célèbre licence, on en parlera peut-être un jour, au Japon, qui a donné tout un tas d'animés, de mangas, de choses comme ça. Enfin, c'est une œuvre... C'est un peu comme Ultraman, Devilman, c'est des trucs qui ont été adaptés, multi-adaptés, qui existent en 20 versions. Lui, il a fait quelques versions, il a fait quelques autres trucs, mais c'est pas un dessinateur très connu. Et Léviathan n'est pas son œuvre connue. Léviathan est très peu connu comme œuvre, je le précise bien. On parle d'un manga vraiment passé inaperçu, là, celui-là, qui est en 12 tomes, qui avait été édité au Japon en 99, enfin, là, ça avait commencé en 99, et en France, quelques années plus tard, en 2004, voilà. Donc, comme je disais, par Asuka, maison d'édition qui n'existe plus vraiment. Une partie de son catalogue a été récupérée par Akata, mais la plupart des titres de l'époque ne sont plus trouvables. Il y avait peu de choses chez Asuka qui étaient très mémorables. Il y a peu de mangas qui sont rentrés dans le patrimoine, on va dire, à leur catalogue. Mais il y avait des petits trésors un peu inconnus, comme ce Léviathan. Donc, c'est pas mal d'en laisser une trace, au moins par mes vidéos. Comme je disais dans la vidéo sur Glaucos, c'est un peu le destin des mangas oubliés, comme ça, de disparaître du patrimoine manga, on va dire. Il reste plus grand monde pour parler d'eux, pour se souvenir d'eux. Donc, je me dis que ça peut être pas mal d'être là pour au moins laisser une petite trace, au moins vous dire que ça existait, de quoi ça a parlé, voilà. Je fais juste une petite précision d'entrée de jeu. Donc, il s'appelle Léviathan, comme vous voyez. Il y a un manga récent qui s'appelle Léviathan aussi, qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, chez Ki-hoon, et qui est sorti de manière très marketée. Ça a été très très mis en avant par Ki-hoon. Donc quand vous avez vu le titre de ma vidéo, vous avez peut-être pensé que je parlais de ce manga-là. Non, voilà. C'est un manga, moi, celui-là, de Shiro Kuroi, que j'ai pas trop aimé, en réalité. J'ai trouvé ça assez banal, pas très intéressant.
Pour vous dire la vérité, je pense même pas acheter la suite, honnêtement. Les dessins sont jolis, comme vous voyez, c'est même très très bien comme dessin. Mais c'est très banal comme histoire. Je sais pas, j'ai pas été pris, j'ai pas du tout accroché. J'ai pas détesté non plus, hein, c'est plutôt cool. Mais ça m'a laissé très indifférent. Et ouais, je suis pas du tout sûr de continuer. Ki-hoon l'a vraiment beaucoup mis en avant, je sais pas trop pourquoi. Je trouve qu'ils l'ont trop mis en avant pour ce que c'est en vrai. Mais bon, écoutez, si ça plaît, tant mieux pour ceux à qui ça a plu. Hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez lu, ce sera une série en 3 tomes, je crois, d'après ce que j'ai lu. Voilà. Mais on ne parlera pas de ce Léviathan-là, pardon, qui a assez peu de rapport. Léviathan, le mot, je sais pas si vous le connaissez, c'est un terme biblique. En fait, dans la Bible, Léviathan, il est mentionné 2-3 fois, ou peut-être une seule fois d'ailleurs. Parce que c'est le cas de beaucoup de choses dans la Bible qui sont devenues connues avec le temps, mais qui en fait parfois sont mentionnées 2 fois, quoi, en fait. Et c'est des mots très très rares qui apparaissent 1 ou 2 fois dans le livre. Et Léviathan, je crois que c'est un peu ça. Mais c'est un monstre, il est décrit comme un monstre plus ou moins un serpent géant qui serait annonciateur de la fin du monde. Voilà. Et c'est un mot qui a été beaucoup repris, qui est le titre notamment d'un livre de philosophie économique presque, qui est célèbre. Mais ouais, c'est un mot qui a été très repris, mais qui, je crois, dans la Bible, et en fait, n'apparaît qu'une fois ou 2. Là, dans Léviathan de Eiji Otsuka et Yu Kinutani, c'est bien le terme biblique, et ça désigne ce héros avec le chapeau qui s'appelle Kohei, qui vient un peu annoncer la fin du monde. Alors, c'est un manga très étrange, comme beaucoup de choses que fait Eiji Otsuka. Je vais bien vous montrer les pages. Ça part dans tous les sens, mais ça retombe sur ses pieds. Donc la série est en 12 tomes, hein, je vous l'ai déjà dit, et vous allez vraiment avoir l'explication à la fin de plein de choses, mais sur le chemin, avant d'arriver à destination, ça va être très bizarre. Les 2 premiers tomes vous mettent dans un Tokyo, c'est à Tokyo. Vous suivez ce Kohei qui réapparaît, c'est les premières pages, il réapparaît sur une plage, à moitié mort. Il avait disparu depuis 1 an. En fait, c'est un ancien médecin des forces militaires un peu floues. On ne sait pas trop pour qui il bosse. Plus ou moins les Nations Unies, les casques bleus. Enfin, il est c'est assez peu précisé au début, mais il faisait partie d'une organisation militaire, d'une équipe de 5 personnes. Ils ont tous disparu et il n'y a que lui qui réapparaît au bout d'1 an. Et on se rend compte très très vite qu'il réapparaît avec un corps un peu à la Frankenstein, où en fait il a des membres des 5 autres membres de son équipe, enfin des 4 autres membres de son équipe. Il a un bras qui a une fille, les jambes qui sont à un mec, les cheveux c'est pas les siens non plus. Voilà, il est devenu composite. J'essaye de trouver une image où on voit les cicatrices, je n'en trouve pas. J'essaye de trouver ça rapidement. Je vais évidemment galérer, vous connaissez, je ne tombe jamais sur les bonnes pages. Mais vous voyez, là on voit son front avec une cicatrice, là c'est lui. Et vous voyez, il est rapiécé, quoi. C'est comme ça sur tout le corps. Ses bras ne sont pas les siens, et ainsi de suite. Donc, très bizarre, et qui va dans le sens d'une caractéristique assez prégnante dans Léviathan, qui est ce qu'on appelle le body horror. Vous voyez, ce genre de dessin. Je devrais peut-être pas montrer ça sur YouTube. On va tourner la page. Mais le body horror, c'est un genre de l'horreur, du gore, qui joue sur la déformation du corps, sur la torture, sur le jeu sur la peau, les organes. Voilà, c'est un genre de l'horreur qui a été beaucoup fait, par exemple, au cinéma, par David Cronenberg, réalisateur de films comme La Mouche, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Existence, Crime of the Future, qui ressort en ce moment, je crois. Voilà, il a fait plein de films. J'oublie sûrement les films les plus importants, j'ai l'impression. Mais bon, c'est surtout, il est connu pour La Mouche, notamment. Et David Cronenberg a beaucoup fait de body horror. Et il y en a beaucoup dans Léviathan aussi. Dans les 2 premiers tomes, comme je disais, c'est un peu une suite d'histoires semi-courtes, on va dire, souvent en 2-3 chapitres, où vous allez suivre des faits divers très étranges dans ce Tokyo, qui vont impliquer des opérations médicales illégales, des expériences de clonage, des espèces de petits êtres mystérieux, un peu démoniaques, qui vivent dans les organes humains. Plein de trucs bizarres. Il y a un gros thème qui est développé sous différentes formes, qui est celui de l'émigration à Tokyo de plein d'étrangers, qui viennent de plein d'endroits différents. Et on ne sait pas trop pourquoi. Il y a un peu...
c'est dit dans les dialogues, mais c'est jamais le scénario n'insiste pas dessus au départ, que Tokyo aurait échappé à l'apocalypse, mais c'est pas trop développé. On nous dit ça comme si ça allait de soi, comme si ça posait pas spécialement question au lecteur. En gros, l'action se situe au tout début du nouveau millénaire, en 2000-2001, et il semblerait tout le monde s'attendait à l'apocalypse et ça n'a pas eu lieu à Tokyo, on ne sait pas trop. Et donc plein d'étrangers viennent s'y réfugier. Tout ça est très mystérieux. Là, je vous résume tout ça, mais c'est très... En fait, le récit nous présente ça sous une forme très sous-entendue. C'est très peu explicite, en fait. Ça nous dit ça juste au détour d'un dialogue. Ça insiste pas trop dessus. Il y a un truc très étrange que vous voyez dans la première case, là, ici. Parfois, suivant les cases, pas dans toutes les cases, la ville est en ruine. Et parfois, elle n'est pas en ruine. Et ça, c'est très étrange. En gros, il y a un shift dans le manga qui est dans le 3e tome. J'essaye de vous le trouver, voilà. Qui est un tome très important. Parce que les 2 premiers tomes, vous avez, comme je vous dis, une suite d'histoires un peu pas indépendante, mais en fait, il y a Kohei, le héros, sa copine, qui est un médecin, qui ne l'avait pas vu depuis 1 an, qui s'est remis en couple, voilà, et qui est la 2e héroïne du récit. Et il y a toute une petite équipe autour d'eux, notamment Akane, la gamine, que je vais vous trouver, celle-là, qui est très importante aussi, et qui est très marrante. C'est un peu le comic relief du récit. Qui est une gamine qui découvre dans un des premiers chapitres et qui va avoir beaucoup d'importance dans le récit. Et en fait, donc, les deux premiers volumes, c'est un petit peu des histoires indépendantes. Et dans le 3e, se passe notamment avec ce chapitre-là, un changement drastique dans le récit, où on découvre quelque chose. Vous voyez, il y a le médecin dont je vous parlais, qui s'échappe un peu de son corps dans une espèce d'expérience de projection astrale, qui vole au-dessus de la ville. Vous voyez que la ville, elle est normale, c'est Tokyo. Elle continue à voler, voilà, bon là, c'est des scènes un peu comiques. Et elle va en bordure de la ville, et là, elle découvre que la ville est en ruine. Sauf qu'elle n'est pas vraiment en ruine. Dans les scènes quotidiennes, personne ne voit la ville en ruine. Donc, il y a quelque chose d'étrange qu'on ne nous explique pas tout de suite, à ce moment-là. Ensuite, on revient à une histoire, voilà. Et là, elle revoit la ville en ruine au coin d'une rue. Vous voyez, là, elle parle avec une pote, qui est un personnage important aussi, là, ce personnage-là, qui est l'assistant de Kohei. Parce que Kohei revient aussi, en plus d'être un monstre de Frankenstein, revient avec une espèce de pouvoir de médecine spirituelle qui lui permet de mettre les mains dans les malades sans ouvrir leur ventre et de retirer les maladies. Enfin, donc, il ouvre une clinique comme ça et il est assisté par cette fille qui est une prostituée transsexuelle. Voilà, il y a plein de personnages comme ça, un peu surréalistes. Et donc, elle parle, les 2 personnages sont en train de discuter de trucs et d'autres. Et là, elle voit au coin de la rue que tout est en ruine, comme s'il y avait eu une explosion. Mais sauf que sa pote ne réagit pas vraiment, comme si c'était pas important, tout ça. Voilà. Et il y a plein de petites scènes comme ça, très étranges, qui sont à la limite de l'incompréhensible au départ, et qui donnent l'impression qu'il y a un peu 2 versions du monde qui se superposent, sans que personne en soit très étonné. Et tout ça est beaucoup développé dans le 3e volume que je suis en train de vous montrer. C'est un volume très important. Si un jour vous avez l'occasion de lire Léviathan, ce que je vous conseille, c'est un très bon manga, allez au moins jusqu'au 3e avant de juger, on va dire. Et notamment, voilà, ces personnages-là font leur apparition dans le 3e. C'est des personnages très importants qui, là je suis un peu en train de spoiler, mais je spoil le 3e sur 12 mangas. Donc je suis pas en train de vous raconter la fin du tout. Je suis juste en train de vous raconter le moment où le récit devient plus important qu'au début. On se rend compte là, dans cette scène-là que vous voyez, qu'en fait, il y a une négociation autour de Tokyo, qu'il y a 2 camps, ceux des ténèbres, les proches des ténèbres, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent, et les proches de la lumière, qui sont en négociation pour récupérer Tokyo. Après, ce qui serait une catastrophe, on parle même de fin du monde, mais on sait pas exactement ce qu'il en est à ce moment-là, mais il s'est passé quelque chose, et les 2 camps veulent récupérer Tokyo. On ne sait pas pour en faire quoi, mais voilà. Et Kohei, le héros, serait le Léviathan qui est là pour annoncer la fin du monde et il se refuse à l'annoncer. Et tant qu'il ne l'a pas annoncé, Tokyo ne peut pas tomber d'un côté ou de l'autre, que ce soit des ténèbres ou de la lumière. Donc Tokyo continue sa vie normalement, entre guillemets, tant que Kohei n'aura pas prononcé sa sentence.
et visiblement, il ne veut pas la prononcer, on ne sait pas pourquoi. Voilà, très étrange histoire, comme vous le voyez, avec plein de très étranges personnages, dont vous voyez pas mal sur cette page-là. Il y a le mec là qui est un gars avec 4 yeux, il en a 2 autres sur le front, qui est un policier de l'immigration. Il y a vraiment tout un thème sur l'immigration et sur le rapport des Japonais aux immigrés. Alors là, qui est très métaphorique, parce que les immigrés en question, dans le récit, ça va être des démons, des extraterrestres, des créatures surnaturelles qui veulent se protéger à Tokyo. Et lui, il veut pas. Lui, il est très raciste, ouvertement, ultra-nationaliste, et il veut pas de ces immigrés dans sa ville. Donc c'est un peu une métaphore, mais ça parle beaucoup du rapport des Japonais aux étrangers, qui est un thème très intéressant, mais en fait très intéressant dans n'importe quel pays, parce que en fait quasiment tous les pays du monde, c'est pas que le Japon, ont un problème avec l'immigration, quoi. Ça agite tous les pays, la France en premier. Et ce personnage-là est très intéressant, parce qu'à la fois il est horrible, il est ultra raciste, ultra violent, mais c'est pas un méchant, c'est pas le méchant du récit. Et à plein d'occasions, il va plutôt être du côté des héros, en fait. Mais avec un positionnement moral très ambigu. Elle, c'est une médecin légiste qui a une espèce d'entité dans sa main, un tout petit visage, comme vous voyez, qui lui parle. On ne sait pas trop si c'est son ami imaginaire, si c'est vraiment un organisme parasitaire qu'elle a dans le corps. Les gens s'étonnent de pas grand-chose dans le récit. Ils passent leur temps à voir des affaires ultra bizarres de clonage, d'exorcisme, de possession démoniaque, que des trucs dégueulasses. Et ça les étonne qu'à moitié. Vous voyez, encore du body horror, des gens qui muent et qui laissent leur peau derrière, comme ça. Et ouais, il y a tout un truc. Le fait, justement, que les personnages ne s'étonnent pas de grand-chose participe aussi à l'ambiance étrange. On se dit, mais est-ce qu'on est dans un monde fantastique, imaginaire, où ces phénomènes bizarres sont acceptés par tout le monde, ou est-ce que c'est nos personnages qui sont étranges en acceptant tout ça? Et c'est un peu un mélange des deux, on n'arrive pas trop à se positionner pendant très longtemps. Il y a beaucoup d'explications qui arrivent dans les derniers volumes, je vous en dis pas trop, mais ouais, il y a cette ambiance d'entre-deux que moi j'aime beaucoup. En fait, c'est un truc que j'aime énormément dans les œuvres, quand vous savez pas trop comment vous positionner. Vous savez pas trop, en fait, à quel genre appartient ce que vous êtes en train de lire. Est-ce que c'est du fantastique? Est-ce que c'est de la fantaisie? Est-ce que c'est de l'horreur? Est-ce qu'on est dans la science-fiction? Il y a un peu de tout ça à la fois, et ça pose des questions de genre, ça pose des questions de où ranger, dans quelle étagère ranger ce manga, et la réponse n'est pas du tout évidente. Comme vous voyez, les dessins de Yu Kinutani sont très chouettes. Moi, le style me parle qu'à moitié, mais il a un style vraiment à lui très détaillé sur les personnages notamment. Ils ont des visages très particuliers avec un gros jeu sur les ombrages. Vous voyez, je pense que ça peut beaucoup plaire à certains. Moi, j'aime bien aussi. Hein, j'ai vraiment pas de problème avec le dessin, mais disons que c'est pas mon style de dessin favori. Mais c'est un style de dessin très début des années 2000, je trouve. Il y avait plusieurs dessinateurs qui faisaient ça. Un peu en renvoi à Otomo aussi. Ça rappelle un petit peu ce trait-là. Un peu influencé par la BD européenne, par plein de choses. Et voilà, ça parle aussi extraterrestre, comme vous voyez. Ça parle de plein de choses, Léviathan. Ça me rappelle un peu un autre manga. Hop, je fais tout tomber. Ça m'a rappelé un peu un autre manga qui est très connu, qui est beaucoup plus connu que Léviathan, qui est Bastard. Alors, qui est un manga problématique sous bien des points, puisque c'est un manga qui commençait, on va dire, fantasy, et qui a viré au hentai complet dans les derniers tomes. Là, je vous ai mis le dernier tome en date, le 27, qui est quasiment un manga hentai. On est sur un manga de cul, je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il y a vraiment beaucoup de pages qui ne passeraient pas sur YouTube. Mais à la base, c'est un manga de fantasy assez simple, même d'ailleurs. Les premiers tomes ont maintenant bien vieilli. Et étaient des mangas, c'était un monde de fantasy, ça se battait entre créatures fantastiques. C'était pas bien compliqué au départ. Il y avait quand même un truc, je sais pas si ça arrive dès le premier tome, mais sûrement, où on sentait qu'en fait, on était dans un monde post-apo en réalité. Tout le monde s'en foutait, enfin les personnages, mais parfois à l'arrière-plan, alors que vous étiez dans un monde avec des châteaux forts, des créatures fantastiques, tout ça, à l'arrière-plan, vous alliez voir des buildings effondrés. J'essaye de vous trouver une image, mais c'est peut-être pas dès le premier tome, mais ça arrive très rapidement. Vous alliez voir des buildings effondrés, vous compreniez que ce monde était en fait construit sur les ruines d'une autre, si vous voulez. Mais c'était pas très important dans l'histoire. C'était juste, voilà, typiquement cette image-là. Vous voyez que derrière, il y a un côté post-apo. Voilà, mais c'était pas développé. C'était
C'était un manga de fantasy assez banal pendant les 12 premiers tomes, je crois, à peu près. Et d'un seul coup, au 13e, je crois que c'est le 13e, c'est pas grave, c'est pas le bon, hein, il y avait un changement de fou, où en fait, ça devenait un manga très différent, où ça racontait la lutte entre les enfers et le paradis. Il y avait des anges qui débarquaient sur Terre, des démons. C'était n'importe quoi. C'était très dur à comprendre. L'auteur était rentré dans un truc ultra spirituel avec parfois des pages entières de texte pour nous expliquer des trucs incompréhensibles, très étranges. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris. C'était une série très populaire, Bastard, qui à mon avis a beaucoup vieilli. Hein. Même les premiers tomes, là c'est même pas sur le côté hentai ou quoi, mais c'est vraiment old school, hein, les premiers tomes de Bastard. Mais c'était très populaire, et au moment de ce changement ultra chelou, avec plein de références bibliques, il y a des gens qui ont abandonné la série. Beaucoup de gens à ce moment-là ont abandonné la série. Le dessin a énormément évolué aussi. L'auteur dessine plus du tout pareil. Là, ça n'a rien à voir avec les dessins du premier tome. Hein. Et c'est une série qui est devenue, d'un seul coup, mais vraiment d'un tome à l'autre, c'est en une seule fois, c'est devenu extrêmement dur à comprendre. Alors que jusque-là, c'était une série très simple, hein, finalement, voire simpliste. Et là, c'était devenu surréalistement compliqué comme série. Et donc ça m'a fait... Léviathan m'y a un peu fait penser. Léviathan est, à mon sens, beaucoup mieux que Bastard. Beaucoup plus maîtrisé. Et on sent que l'auteur, Eiji Otsuka, sait où il va dès le début. C'est une œuvre un peu puzzle. Il faut réunir les pièces. Il faut comprendre ce qu'on nous raconte, ce qu'on veut nous raconter. Voilà, une double page très importante. Vous voyez, Tokyo en ruine et qui redevient pas en ruine. On ne sait pas trop pourquoi. Avec cette page en face, le grand roi des frayeurs n'est pas descendu. C'est ce que je vous disais. Koei refuse d'annoncer la fin du monde. Ça, c'est le tome 3, hein, toujours. Donc, on n'est pas loin d'un série. Je ne suis pas en train de vous spoiler un truc de la fin. C'est vraiment... C'est le tournant de la série qui amorce vraiment la série. Cette scène-là est extrêmement importante pour se dire, OK, c'est ça qu'on est en train de nous raconter. Je ne sais pas trop où ça va, mais c'est ça qui va être important dans l'histoire. Est-ce que la fin du monde a eu lieu ou pas? Voilà, je vous en dis pas plus. Je peux juste vous dire que le dernier acte du manga m'a beaucoup rappelé un film que j'aime bien, qui a été beaucoup critiqué, mais qui est un film pour lequel moi j'ai une certaine affection, qui est Sucker Punch de Zack Snyder, qui est un peu le film mal aimé de Zack Snyder. Je ne sais pas si vous l'avez vu, qui se passe dans un asile où des jeunes filles essayent de se libérer, de s'échapper de l'asile en passant par leurs rêves, en gros, par leurs fantasmes. Et c'est des fantasmes très geekos qui ressemblent à des mangas ou à de la fantasy ou à des choses comme ça. Et elles mènent des combats dans leurs rêves, entre guillemets, qui ont des répercussions dans la réalité. Avec une fin que je ne vous dévoile pas, mais ceux qui ont vu le film voient de quoi je parle, où il y a un peu un shift sur qui est la véritable héroïne du film. Et il y a un peu un twist là-dessus, où on comprend qu'en fait, on était sur une mauvaise piste depuis le tout début. Et là, il y a un petit peu ça dans Léviathan, où finalement, on se rend compte que Koei, il a un rôle à jouer, mais que c'est peut-être pas le plus gros rôle du manga, finalement. Voilà, j'en dis pas plus. Mais c'est une œuvre que vous pouvez relire. Moi, en fait, je l'ai relu là, cette semaine, pour préparer la vidéo, parce que je l'avais un petit peu en tête, mais j'avais oublié plein de choses. Et je me suis dit, j'aimerais bien reparler d'Eiji Otsuka, qui est vraiment un de mes mangakas favoris. Et voilà, j'avais envie de le relire. Donc je l'ai relu et je me rends compte à quel point ça mérite d'être relu. Ça mérite d'être lu et ça mérite d'être relu. C'est une œuvre vraiment complexe, avec plein de dimensions différentes. Et comme beaucoup d'œuvres d'Eiji Otsuka, comme MPD Psycho dont on avait déjà parlé. Et je me dis même que c'est même plus complexe qu'MPD Psycho. C'est peut-être un peu moins efficace, un peu moins charismatique, notamment à cause du dessin. Dans MPD Psycho, le dessin de Shou Tajima, il est incroyable. Et ça participe à rendre l'œuvre inoubliable. Et puis, ouais, MPD Psycho est peut-être un peu plus efficace. C'est plus long, mais ça ressemble plus à une œuvre compréhensible, à une œuvre pas tout public. Hein, ça reste là aussi très horreur, très thriller. Mais c'est plus susceptible de parler à plein de gens. Là où Léviathan, on est vraiment, j'insiste, sur un manga pour les fans de mangas bizarres. Hein. Si vous n'êtes pas ouvert à vous dire, bon, le récit va un peu me perdre, je vais avoir du mal à tout suivre, mais ok, j'accepte et on verra à la fin où ça me mène.
Si vous avez envie d'un truc simple, compréhensible, avec de l'action, avec une grammaire, on va dire, narrative relativement familière, c'est pas pour vous. Léviathan, ça va vous perdre. Vous allez passer beaucoup de temps à pas trop savoir ce qu'on vous raconte et à pas trop. Surtout, en fait, chaque chapitre est compréhensible en lui-même. Il y a toujours un petit côté petites histoires, en fait, qui va durer 2-3 chapitres, qui a une cohérence interne. Par contre, c'est ce que vous n'allez pas comprendre, c'est la suite d'histoire. Vous allez vous dire, mais ça part dans tous les sens. Ce chapitre-là, il parle d'extraterrestres. Celui d'après, il parle de clonage. Celui d'après, il parle d'une vieille religion ancestrale qui transforme les gens en loups-garous. Celui d'après, il parle de petits démons de quelques millimètres qui vivent dans nos cerveaux. Ça n'a aucun rapport entre eux. Chaque chapitre n'a aucun rapport entre eux. Mais en fait, il y a des rapports, mais qui vont venir petit à petit. Voilà. Il y a un petit côté comique. C'est à la fois un manga d'horreur et en même temps, dans les réactions des personnages, dans leurs liens entre eux, il y a beaucoup d'humour. Toute la petite bande autour de Koei, là vous en voyez beaucoup de membres là sur les cases. Toute la petite bande est assez rigolote. Ils prennent tout ça avec assez de décontraction finalement. Ils voient vraiment des trucs incompréhensibles en permanence, mais ils sont plutôt décontractés. Ils s'amusent un peu de ça. Il y a tout un truc, toute une rivalité en fait entre le médecin là que vous voyez, elle, qui est vraiment le deuxième personnage de l'histoire quoi. Qui est de tous les chapitres, et Akane, la petite fille, il y a une rivalité, parce que la petite fille a décidé qu'elle était amoureuse de Koei, et comme l'autre c'est son ex, voilà, il y a une rivalité entre eux, qui est assez rigolote. Et voilà. Voilà, je voulais vous parler un petit peu de tout ça. J'ai survolé le thème, hein. Il y a plein de choses c'est vraiment une œuvre sur laquelle on pourrait faire une analyse d'1 heure. Il y a énormément de choses, énormément de références bibliques, de références. Il y a beaucoup de références à Blackjack. C'est très influencé par le manga Blackjack de Tezuka. Vous savez, ce manga avec le médecin qui lui-même est rapiécé, comme Koei dans le manga. Je crois qu'il y a une pub pour Blackjack à la fin, si je ne dis pas de bêtises. Mais je dis peut-être une bêtise. Mais Blackjack, est-ce que je suis sûr qu'il y a une pub pour Blackjack à la fin d'un des premiers tomes. Voilà. Blackjack, si vous connaissez, c'est un manga de Tezuka, un des mangas connus de Tezuka, sur un médecin qui, pareil, a une grosse cicatrice au milieu du visage. Il a le visage rapiécé en deux. Et donc, oui, il y a beaucoup de références explicites à Blackjack dans Léviathan. C'est pas une réécriture non plus, mais il y a plein de points communs volontaires. C'est assez intéressant aussi sous ce côté-là. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur Léviathan. Là, je voulais juste vous le présenter. Comme je vous disais, c'est un manga qui est devenu très dur à trouver, je pense. En tout cas, les derniers tomes. Les premiers, vous galérez pas, hein, ils sont un peu partout. Mais les derniers, vous allez avoir du mal. Peut-être que c'est trouvable sur Internet, en scan, je ne sais pas. Mais je vous souhaite bonne recherche si ça vous a intéressé, en tout cas. Et j'espère pour vous que vous les trouverez. Je vous dis à la semaine prochaine. Désolé pour l'heure de la vidéo, je l'ai posté un peu n'importe quand, mais parce que j'avais oublié de la tourner. Voilà, si je veux poster le dimanche matin, il faut que je garde en tête qu'il faut que je tourne le samedi. Et voilà, j'avais un peu oublié ça, mais je vous dis à la semaine prochaine. Et puis n'hésitez pas à regarder ma vidéo de la semaine dernière, où j'avais parlé de livres-jeux de mon enfance. Je vous la mets en lien. Voilà, c'était une vidéo un peu différente. Mais en tout cas, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt. Ciao, bonne semaine à tous.